Au Nigeria, le président sortant du Sénat, Bukola Saraki, dans le viseur de la commission de lutte contre les crimes économiques. Les documents compromettent l'homme, nous dira Abdoulaye Issa dans un instant. Au Niger, le bilan de l'incendie survenu le 6 mai dernier est revu à la hausse. On parle désormais de 76 personnes tuées, un précédent bilan faisant état de 60 morts, dont 55 au moment de l'explosion. Au Soudan du Sud, la guerre d'indépendance puis la guerre civile depuis 2013 ont aggravé le vol de bétail. On parlera de l'ampleur du phénomène ces dernières années dans cette édition. Ainsi se présente le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. 76 personnes, là nous sommes au Niger, ont été tuées lors de l'explosion de camions citernes le 6 mai dernier, selon un nouveau bilan communiqué dimanche soir par la télévision d'État nigérienne. Un précédent bilan officiel faisait déjà état mardi de 60 morts, dont 55 au moment de l'explosion intervenue lundi aux environs de 1h, soit heure locale et GMT, à quelques centaines de mètres de l'aéroport international de Niamey. La plupart des victimes tentaient de récupérer de l'essence qui coulait du camion renversé. Une quarantaine de personnes ont été blessées dans cette explosion. Nous reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions sur cette information. Le président sortant du Sénat au Nigeria, Bukola Saraki, dans le viseur de la commission de lutte contre les crimes économiques. La commission, à travers ses investigations, a découvert certaines irrégularités dans les données que l'honorable Bukola a remis aux autorités. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, pour plus de précisions. La Commission des crimes économiques et financiers, IFCC, a saisi des maisons appartenant au président sortant du Sénat, Bukola Saraki. Les maisons situées au 15A, 15B et 17 McDonald Road, Ikoyi, dans la ville de Lagos, au sud du Nigeria. Cependant, la Commission, qui continue de mener des investigations sur ces saisies, cherche à déterminer si ces propriétés appartiennent réellement au président sortant du Sénat, Bukola Saraki, et a décidé de placer des inscriptions et des autocollants sur chacune d'entre elles. Bien que le président sortant du Sénat, Bukola Saraki, est déclaré 15A et 15B dans son formulaire de déclaration de patrimoine, on pense que le président du Sénat a acheté d'autres maisons dans la rue au comité présidentiel mis en œuvre pour la vente des biens publics par le biais de sociétés écrans. La commission IFCC enquêtait depuis un certain temps sur les finances et les actifs de Bukola Saraki. Ils sont venus inscrire IFCC Under Investigation en rouge sur les murs et les clôtures. L'ironie est que même les maisons qui n'appartiennent pas à Saraki ont été marquées selon certains témoins. D'après ce qu'on nous a dit, il le garde sous surveillance stricte avant le 29 mai 2019, date à laquelle il pourrait l'inviter. On reste au Nigeria pour parler insécurité cette fois. L'état de Bauchi, situé au nord du pays, fait face depuis quelques jours à des troubles intercommunautaires ayant déjà fait 3 morts. Face à ces incidents, le gouverneur de cet état vient de décréter un couvre-feu. Le point avec toujours notre correspondant sur place, Abdoulaye Issa. À la suite de troubles civils dans certaines communautés de Bauchi, État portant le même nom situé au nord Nigeria, ayant fait 3 morts, le gouverneur de l'État, Mohamed Aboubakar, a imposé un couvre-feu aux communautés de Goudoum Fulani, Goudoum Hausawa, Goudoum Sayawa et Bigui. Certains jeunes de la région de Goudoum du gouvernement local de Bauchi avaient eu un malentendu qui s'est ensuite transformé en affrontement entre les jeunes des communautés de Goudoum Sayawa et Goudoum Hausawa. La situation s'est encore aggravée dans 2 autres communautés après les prières du vendredi, où des représailles et des attaques de contre-représailles ont entraîné la mort de 3 personnes. Dans une déclaration faite aux journalistes vendredi à Bauchi par le secrétaire du gouvernement de l'État, Mohamed Oumar, le gouverneur a déclaré que le couvre-feu était nécessaire pour calmer les tensions dans les zones touchées. Afin d'empêcher une nouvelle escalade, le gouvernement a décidé d'imposer un couvre-feu du crépuscule à l'aube avec effet immédiat de 18h à 6h du matin jusqu'à nouvel ordre. Goudoum Fulani, Goudoum Hausawa, Goudoum Sayawa et Bigui étaient les zones touchées. Il est donc conseillé aux habitants des communautés touchées de respecter strictement les restrictions. Toute personne ou groupe de personnes coupables d'infraction à cette ordonnance seront traitées de manière décisive, lit-on dans la déclaration. La normalité est depuis revenue dans les zones touchées à la suite de l'intervention de la police. Cependant, la police n'a pas encore publié de déclaration concernant l'incident.
Au Tchad, le gouvernement a exonéré de taxes les biens de première nécessité. Cette exonération qui s'applique du moins à des produits alimentaires, intervient après une dénonciation par le collectif tchadien contre la vie chère du comportement de certains commerçants qu'ils traitent de véreux, qui multiplient par 2 et même par 3 le prix durant les périodes du Ramadan. Reportage. Selon un arrêté consulté samedi, le gouvernement tchadien a décidé d'exonérer les produits de première nécessité de TVA et de droits de douane dans le pays. Cette exonération s'applique aux produits alimentaires tels que la farine, le riz, l'huile et les pâtes alimentaires. Pays classé parmi les moins avancés au monde, le Tchad ne dispose pas d'organes de fixation des prix. Le coût de la vie y est élevé et les prix augmentent fortement pendant la période de Ramadan. Lundi dernier, le collectif tchadien contre la vie chère a dénoncé dans un communiqué le comportement des commerçants véreux qui doublent, triplent, voire quadruplent les prix durant cette période, appelant le gouvernement à agir. Depuis la chute des cours du pétrole en 2014, le Tchad est plongé dans une crise économique dont il peine à sortir. Pour y faire face, le gouvernement a mis en place des mesures d'austérité et obtenu des aides financières, notamment du Fonds monétaire international. Selon les projections de l'ONU, 3,7 millions de personnes sur une population de près de 15 millions d'habitants seront en situation d'insécurité alimentaire au Tchad durant la période de soudure, allant de juin à août 2019. Au Soudan du Sud, le vol de bétail existe depuis des temps immémoriaux, mais il a connu ces dernières années des changements radicaux. La guerre d'indépendance du Soudan, puis la guerre civile depuis 2013 ont provoqué un important afflux d'armes automatiques dans le pays et désorganisé également les mécanismes traditionnels de résolution des conflits. Reportage. Le feu pour tenir les mouches à distance. Au Soudan du Sud, tout est fait pour protéger son bétail. Les vaches sont pour beaucoup la seule source de revenus et la seule monnaie d'échange. Plus importante que l'argent, elles sont utilisées comme dot pour un mariage ou revendues pour payer des frais médicaux ou de scolarité. Le vol de bétail est courant ici, mais depuis la guerre civile, les armes à feu ont remplacé les lances traditionnelles. C'est bien d'avoir une arme parce que ça protège le bétail, pas seulement contre les voleurs, mais aussi contre des animaux sauvages. Depuis l'accord de paix entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar en septembre dernier, les violences ont diminué, mais paradoxalement, les vols de bétail sont en recrudescence. Selon la mission de l'ONU au Soudan du Sud, 218 éleveurs ont été tués en janvier 2019, 3 fois plus que le nombre de victimes entre octobre 2017 et janvier 2018. Les raids de bétail sont devenus violents à cause des armes. À l'époque, quand nous nous battions avec nos lances, personne ne mourait. Dans les cultures Nouer et Dinka, les deux plus importantes communautés d'éleveurs dans le pays, la renommée et la richesse d'un homme sont proportionnelles à la taille de son troupeau. La vache est aussi le seul moyen pour un homme de se marier. D'après l'ONG Safer World, le prix à payer pour une femme a considérablement augmenté depuis l'indépendance. Plus une femme est grande, plus la dot va être élevée. Benny Chouer a pu récupérer 250 vaches en mariant sa fille aînée. La vache au Soudan du Sud va coûter $700, 600 à $700. Ça, c'est pour les vaches de meilleure qualité. Donc vous pouvez voir à quel point la vache est importante dans la société. Si vous avez des centaines de vaches, vous avez des millions de dollars. Un calme relatif qui s'est installé dans certaines parties du Soudan du Sud depuis la signature de l'accord de paix. Mais les rivalités meurtrières entre communautés d'éleveurs continuent, loin des luttes de pouvoir à l'origine de la guerre civile. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa s'est exprimé après la publication des résultats officiels des élections. Il a appelé à accepter les résultats qu'il qualifie d'irrévocables. L'ANC, son parti qui a remporté le scrutin, se prépare pour son 6e mandat consécutif au pouvoir après l'apartheid. Reportage. La commission électorale sud-africaine a confirmé samedi le succès en demi-teinte du Congrès national africain ANC aux élections législatives qui offrent un mandat fragile au président Cyril Ramaphosa pour sortir le pays de la crise. Le président Ramaphosa, qui a assisté en personne à la proclamation officielle, a appelé les Sud-Africains à accepter les résultats qu'il qualifie d'irrévocables. This election confirms
Ces élections confirment que la liberté et la démocratie règnent en Afrique du Sud et nous en sommes reconnaissants. And we are grateful for that. Each other, but we were all in a contest. And I thank you for... Nous étions tous en compétition et je vous remercie de vous être engagés dans une compétition des plus merveilleuses. Et notre peuple a maintenant parlé et nous sommes tous appelés à accepter la parole et la volonté de notre peuple de façon irrévocable. Le verdict des chiffres est tombé dès vendredi. L'ANC l'a emporté avec 57,5% des suffrages, loin devant l'Alliance démocratique avec 20,7% et les combattants pour la liberté économique de Julius Malema avec 10,7%. La victoire assure à l'ANC le renouvellement de sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, ainsi qu'un nouveau mandat de président de la République à son chef Cyril Ramaphosa. Mais elle confirme le déclin continu du mouvement historique de Nelson Mandela. L'ANC avait recueilli 70% des voix aux législatives de 2004, 66% en 2009, 62% en 2014. Lors des élections locales, il y a 2 ans, il avait touché le fond en totalisant 54% des suffrages au niveau national. Modéré et pragmatique, Cyril Ramaphosa a promis de réparer les erreurs du parti sous l'ère de son prédécesseur Jacob Zuma, englué dans une litanie de scandales politico-financiers. Fuyant les violences qui ravagent leur pays, les Afghans sont de plus en plus nombreux à s'installer en Turquie. Parmi eux, des hommes d'affaires qui trouvent progressivement un environnement sûr pour placer leurs économies ainsi qu'une des nationalités les moins chères du monde à acquérir. Reportage. Kabouli Pulao, manto, on ne sert ici que des plats afghans. Hadji Yacoub s'est installé dans ce quartier populaire d'Istanbul il y a 2 ans. Il ne parle toujours pas turc, mais le filon qu'il avait flairé est le bon. Il nourrit les Afghans, de plus en plus nombreux, qui s'installent dans la mégalopole turque. Plus de 60% de nos clients sont des Afghans qui vivent ici. Le reste, je dirais que c'est à 30% des Arabes et des Iraniens. Et enfin, des Turcs. Les Afghans qui ont de l'argent à investir s'installent désormais en Turquie pour fuir l'insécurité qui ravage leur pays. Et depuis l'an dernier, l'État turc a bradé sa nationalité. Il fallait auparavant $1 million. Désormais, acheter un appartement à $250 000 apporte, en prime, le passeport turc. Si je compare mes affaires avec l'an dernier, je dirais que j'ai doublé mes ventes de propriétés à des Afghans. Parce que les gens achètent des appartements aussi pour avoir la nationalité. Et cette nationalité intéresse beaucoup les Afghans. Une fois installés dans le pays, la langue reste une barrière. Mais tous les businessmen afghans le disent, leur argent est plus en sécurité ici que chez eux, où ils craignent les enlèvements contre rançon, fréquents pour les hommes d'affaires. Dans ce pays, tout ce à quoi un Turc a le droit, un non-Turc y a droit lui aussi. Et si vous avez en plus du talent et de l'argent à investir dans une affaire, alors on vous facilite tout. Résultat, parmi les milliers de boutiques du mythique Grand Bazar d'Istanbul, 42 sont désormais gérées par des Afghans, comme Hadi qui grave des bagues ottomanes depuis 8 ans. J'ai prévu d'agrandir mon business à court terme. J'aimerais aussi pouvoir enseigner mon savoir-faire et mon art à des Turcs ici. Le nombre d'Afghans installés en Turquie n'est pas connu, mais les associations l'estiment à environ 150 000 personnes, en perpétuelle augmentation. Ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.